Ah ben, on a pris un peu d'avance parce que ça va se bousculer le mercredi. On a toujours plein de choses intéressantes à vous dire. Vous écoutez les Matins éphémères et on est en compagnie maintenant de Georges Goma, notre chroniqueur d'Afrique noire, notre sociologue engagé. J'aime toujours dire ce terme-là parce que vous êtes vraiment engagé. Et ce matin, on va parler, là, on a fait le tour, hein, si on se rappelle un peu du contexte historique de la conférence de Berlin, tout ça. Et on a parlé du Congo, de la République démocratique du Congo. Et ce matin, le Burkina Faso, c'est dans l'actualité aussi ce matin, là. C'est tout à fait cela. Le Burkina Faso est dans l'actualité au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Bon, notre chronique d'Afrique, vous voyez, on avance. Et cette dimension politique est très, très, très importante. Et évidemment, on revient toujours sur la même problématique qui est cette tentative de modification, de changement, de révision de la constitution de certains pays africains. Et aujourd'hui, nous parlons du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un moment très important, hein, dans la façon dont on va vivre et traiter cette histoire-là. N'oublions pas que notre idée, c'est de mentionner qu'il y a un certain nombre de pays africains qui veulent faire le passage en force et avec la finalité de rester longtemps au pouvoir que la constitution de leur pays ne leur autorise. Nous avons le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et aujourd'hui le Burkina Faso. Alors, un petit contexte sur le Burkina Faso. C'est un grand pays en Afrique. Et puis, sur le plan purement politique, c'était avant la Haute-Volta. Situons-nous un peu de façon géographique, est, ouest, centre. Écoutez, le Burkina Faso se trouve en Afrique de l'Ouest. Se trouve dans l'Afrique de l'Ouest, mais c'est un pays enclavé à l'intérieur. Donc, il n'est pas sur aucune côte, hein, et partage un ensemble de frontières avec le Mali, avec la Côte d'Ivoire, avec bon, je ne saurais vraiment vous resituer concrètement, mais en tout cas, c'est en Afrique de l'Ouest. Vous voyez. Alors, ce pays enclavé et pauvre, il faut le dire, qui a eu une guerre avec le Mali, un autre pays pauvre dans le passé, mais une guerre le Mali éclair. s'en sort pas trop mal, les ça Côtes s'en sort d'Ivoire pas trop non mal. plus. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a d'important à retenir sur le Burkina Faso, qui était la Haute-Volta avant, et le nom a été changé par le président Thomas Sankara, un jeune président énergique qui avait un projet alors très fort pour le pays, qui a apporté une transformation en profondeur dans ce pays qui était mal compris quelque part. Alors, le truc avec Thomas Sankara, qui avait un second, un ami. Après lui, c'était Blaise Compaoré. Et ce qui s'est passé en 1987, à mon sens, c'est un cas de trahison politique alors d'un effroyable inqualifiable. Et le monsieur Thomas Sankara disait clairement à qui voulait l'entendre que, écoutez, si Blaise Compaoré veut faire un coup d'État contre moi, eh ben il va réussir à la première tentative. Parce que c'est un frère pour moi. Il vient chez moi, il ouvre le frigo sans que je ne lui demande. Et comprenez donc la nature des relations qui me lient à Blaise Compaoré. Et tout le monde le savait. Et à l'époque aussi, il y avait un contexte. Thomas Sankara était un petit remueur des orthodoxies en Afrique dans les rapports avec la France, par exemple. Toujours la France. On l'a appelé le Tché. Le Tché, on l'appelait le Tché africain. Et il disait des vérités tranquillement à François Mitterrand, par exemple, quand Peter Botha, le Premier ministre d'Afrique du Sud sous apartheid, et a visité la France, eh ben Thomas Sankara l'a dit à Mitterrand devant lui en face que non, la France si belle, laisser son territoire marcher par un type comme Peter Botha. Mais en tout cas, les personnes qui l'ont permis en prendront la responsabilité. Et François Mitterrand, dans l'amusement aussi, il a répondu que vous êtes très jeune, énergique, vous dites des vérités, mais moi aussi, je dis souvent des vérités moi aussi. Mais attention, mais quand même, vous allez un peu trop loin.
Donc voilà le contexte là. Donc ouais, il savait. Donc un président qui se tenait face aux puissances Ah, européennes. absolument. Plus spécifiquement la France. Mais... Plus spécifiquement la France. Et il savait que quelque chose se passait. Puisqu'on lui a apporté des éléments que voilà, ton second est en train de préparer un coup d'État. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit que vous ne faites rien. Et jusqu'au jour fatidique où, évidemment, ils sont passés à l'acte. Et on l'a massacré, on l'a enterré à la va-vite, à la sauvette, comme un petit chien, comme ça. Et puis voilà ce que Blaise Compaoré, depuis 27 ans, porte. Il porte ce fardeau de la trahison vis-à-vis d'une personne qui a fait de lui ce qu'il était devenu. C'est digne des grandes tragédies romaines, Néron, absolument, toutes ces choses-là. Donc ce contexte-là est important à situer pour comprendre la psychologie de l'actuel président. Parce que, en fait, d'après moi... Qui est toujours là. Qui est toujours là. Pouvoir encore. Absolument, qui est toujours là. Et ces gens-là, on les comprend. Ils pensent que, écoutez, ils sont éternels. Ils auront le pouvoir éternel. Et quand, à des moments historiques, ils se retrouvent dans des situations où ils seraient obligés de laisser le pouvoir, avec toute leur carrière de criminels, alors, là, ils s'interrogent. Ils veulent pas rester en dehors de la sphère du pouvoir, parce qu'en dehors du pouvoir, ils sont très, très fragiles. Maintenant, ce qui se passe, on l'avait dit au début des années 90, on l'avait dit, le vent de liberté qui soufflait sur l'Afrique après la chute du mur de Berlin. On l'a bien vu. Tous les pays, c'était un peu comme la mode. En tout cas, tout le monde entier avait les yeux braqués sur l'Afrique. Donc, les constitutions qui ont été mises en place pendant cette période de liberté, de démocratie, entre guillemets, ils ont veillé à ce qu'on respecte les principes de la démocratie, y compris la limitation des mandats présidentiels. Et comme ils se sont réinstallés au pouvoir, ils se sont dit, écoutez, on peut modifier la Constitution. Ouais, on y revient toujours. Voilà. C'est une on revient toujours sur la modification de la Constitution. Mais là, on apprenait ce matin qu'au Burkina Faso, il y a une menace de grève générale. Là, la population, peut-être les syndicats derrière on en a assez. Là. Absolument. Un premier mouvement ou c'est dans une mouvance, c'est peut-être en tout cas, au Burkina Faso, ça fait très longtemps que l'opposition fait des marches, dit non au changement de la Constitution, et même toutes les personnes qui font partie de cette opposition-là, c'est beaucoup qui ont travaillé avec Blaise Compaoré, qui s'en sont désolidarisés parce qu'ils ont vu évidemment l'évolution des pratiques de ce président-là. Alors, il y a un dispositif. Ils ont toujours un dispositif. Ils sont présidents. Il y a l'Assemblée. Et bien sûr que dans la Constitution, on reconnaît au président Compaoré d'avoir l'initiative du changement de la Constitution. Mais on reconnaît aussi au Parlement d'avoir l'initiative du changement de la Constitution. Et dans la plupart de ces pays, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est de s'arranger à avoir un Parlement acquis à leur cause. Ils font tout pour avoir une majorité parlementaire. De sorte qu'on retrouve cette notion de la démocrature dont nous avons parlé la dernière fois. L'habillage démocratique, c'est d'avoir ces institutions-là qui existent. Mais la façon dont ces institutions-là sont constituées, au Congo-Brazzaville, on en a parlé, mais là, par exemple, c'est par presque cooptation. On nomme les députés plutôt que de les élire. C'est-à-dire que quand on va aux élections, le député du parti au pouvoir perd l'élection dans les urnes et on renverse tout simplement le résultat. Et on attribue la victoire à celui qui a perdu parce qu'il est membre du gouvernement. Vous voyez? Donc c'est ça, le dispositif c'est celui-là. Un Parlement acquis à leur cause, et de sorte qu'ils peuvent faire passer leur pilule, parce que le Parlement à leur majorité va entériner la décision du changement de la Constitution. C'est ça le dispositif. Et je veux encore signaler quelque chose dans la démarche de Blaise Compaoré. Appelons ça une démarche, là, mais... oui, mais c'est-à-dire que lui, il ne se prononce pas, lui. Il ne se prononce pas. Il fait prendre l'initiative par l'Assemblée. C'est l'Assemblée et le peuple qui lui demande de se représenter. S'il n'avait que lui, il se retirerait. Ah, il n'aime pas le pouvoir, je me retirerai. Donc, quand l'Assemblée prend l'initiative, et si son coup d'État marche, c'est OK. Il est au pouvoir, ses partisans sont
au pouvoir et autour du pouvoir, et ça roule. Mais si par malheur ça marchait pas, il va se débiner. Il va se débiner. Il va dire, ah ben écoutez, alors je suis pour rien, c'est le peuple, c'est le Parlement qui a pris cette initiative, ce n'est pas moi personnellement. Donc il y a cette malice un peu diabolique qui est là et qui montre que voilà, on est dans cette situation-là. Mais ce qui est formidable avec le Burkina Faso en ce moment, c'est quoi? Ben ce sont les marches, les contestations, parce que depuis le mardi passé qu'il a annoncé le référendum le 21 octobre 2014, là, il a annoncé finalement le référendum constitutionnel. Ah, il y a eu un lever de bouclier au niveau de l'opposition et la société civile. Regardez les images de ce qui se passe au Burkina Faso, mais c'est formidable. Et pour nous autres, ça nous fait beaucoup plaisir. Ça nous fait beaucoup plaisir parce que la situation du Burkina Faso va déterminer la situation des autres pays qui sont en train de guetter à faire la même chose. Et si ça capote au Burkina Faso, c'est un message très fort qu'on lance au dictateur du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso. C'est un message fort qu'on lance au dictateur du Congo démocratique, Laurent Désiré Kabila. C'est un message fort qu'on lance au dictateur du Rwanda et tous les autres. Et ce morceau-là, on va pas le lâcher. Mais c'est des choses qui peuvent bouger à plus ou moins long terme, mais on sent que la démocratie est en marche au Burkina Faso. Mais elle avance un pas à la fois, mais on sent qu'il y a on peut le dire, malgré tout, malgré le fait que cette démocratie est galvaudée par les tenants du pouvoir, mais elle n'empêche d'exister. Parce que là, ce qui va se passer au jour d'aujourd'hui au Burkina Faso, c'est quoi? C'est que, bon d'accord, il a convoqué le référendum constitutionnel, l'Assemblée s'est prononcée là-dessus, mais d'accord, on l'aura au tournant. Allons donc à ce référendum, avec la mobilisation populaire qu'on a vue, et si les élections se passent correctement selon les principes avec des observateurs internationaux, qui n'est pas de tricherie, on n'est pas contre. Nous sommes contre tout simplement parce que ils ont l'habitude de manipuler les résultats des élections. C'est-à-dire qu'il y a toujours la fraude qui est érigée à la dimension d'un concept dans ces pays-là. Est-ce que c'est un pays riche? On parlait des richesses du Congo. Visiblement, on n'est pas dans la même dynamique. On n'est pas dans la même configuration. Non. Vous savez, les intérêts, une fois de plus, par rapport aux puissances étrangères, ça n'est pas seulement l'argent, c'est la dimension politique aussi. Oui. C'est la dimension géopolitique et géostratégique du pays aussi. Et cela est très important. Et il y a ceci, Caroline, que le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, il s'est prononcé là-dessus parce que vous vous rappelez, il y a l'une de nos chroniques, on demandait à ce que la France se prononce comme les États-Unis se sont prononcés clairement sans ambiguïté. Oui, parce qu'on marche toujours sur des œufs, on pèse nos mots, on reste général. Les États-Unis se sont prononcés sans ambiguïté. Le dommage, c'est quand même que l'Afrique, pour arranger ses problèmes, s'appuie toujours sur l'extérieur. Mais les États-Unis, au moins, ont dit clairement que l'Afrique avait besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Les hommes forts, c'est obsolète, c'est du passé. Ça, c'est la position des États-Unis, la France, la position de la France qui vient de tomber là, puisqu'on attendait cette position, pas par le président de la France, François Mitterrand. Non. Non, je parle de François Mitterrand, de François Hollande. C'est tous des François, alors on s'est dû en erreur. C'est François Hollande. Le temps passe si vite. Et le temps passe si vite. Tonton était là il y a pas très longtemps, tonton, donc François Mitterrand. Mais en tout cas, Hollande n'a pas pris le micro devant des caméras pour dire ce qu'il pensait de ce qui se passait en Afrique. Il a laissé cette responsabilité à son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et Laurent Fabius, ce qu'il a dit, c'est tout simplement s'en remettre au principe de l'Union africaine. Mais c'est d'une ambiguïté insupportable, une fois de plus. On se débine, là. Ben oui. On se débine. Et l'Union africaine, c'est quoi? Mais l'Union africaine, pour certains analystes critiques, ils disent tout simplement, mais écoutez, c'est le syndicat des chefs d'État. C'est le syndicat des chefs d'État africains. Alors on s'en sortira pas de cette façon-là. Ces chefs d'État africains, c'est tous des dictateurs. Ils ont la même pensée par rapport au pouvoir.
Donc, ben, si Laurent C'est Fabius ce qu'on et la appelle le France, cercle vicieux. voilà, le cercle vicieux, si la France en remet à l'Union africaine, qui veut protéger, n'est-ce pas, les membres de son syndicat, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, clairement, c'est la France qui donne son quitus à Blaise Compaoré de faire un référendum et de gagner ce référendum. Pas de le perdre. On n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre, comme certains l'ont dit. Ouais. Eh bien, nous veillerons à cela. Nous veillerons à cela. Ouais, en conclusion, qu'est-ce qui s'en vient selon vous en au niveau en conclusion, nous observons. Non, mais plus personnellement, en conclusion, la démonstration de force de l'opposition et de la société civile au Burkina Faso nous donne tellement la force d'espérer des lendemains meilleurs et surtout donner le signal fort à ces autres petits dictateurs, les autres petits dictateurs qui sont prêts dans les officines là en train à la manœuvre déjà pour faire la même chose, que l'Afrique est vraiment en train de changer. Il y a des difficultés, d'accord, mais nous y parviendrons. Absolument. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que les manifestations peuvent changer quelque chose? Ah, ben bien sûr que oui. Parce que ces choses-là, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que, les régimes en place, ils ont toutes les institutions de répression de l'État à leur disposition. Les institutions de répression de l'État, c'est une justice qu'ils manipulent, c'est la police à leur service, c'est l'armée à leur... Donc, ils ont la cartouche facile, ils ont le revolver facile, le doigt sur la gâchette. Et pour certains fous, ils tirent sur la population. Et aussi, dans certains pays, une opposition qu'ils manipulent, qu'ils affament, et quand on est affamé, évidemment, vous devenez fragile. Voilà, tout à fait. Peut-être pas le goût d'aller dans la rue, mais nous espérons, parce que vous savez, les peuples, quand ils n'ont plus rien à perdre, ils deviennent très dangereux. Et quand ils ont traversé ce qu'on appelle le mur de la peur, quand on a traversé le mur de la peur, alors là, en tout cas, même les militaires qu'on envoie pour tuer le peuple commencent à retourner l'arme contre celui qui l'a envoyé. C'est ça, quand on a dépassé le mur de la peur. Et les gens souffrent tellement en Afrique, les gens dans des pays potentiellement riches. Et c'est ça la contradiction qui nous est insupportable. Comment des pays potentiellement riches, et pas seulement potentiellement, et réellement riches, comme le cas du Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, c'est des pays qui ont tellement d'argent, liquide même. Mais comment comprendre que dans ces pays, la majorité de la population est pauvre? C'est ça qui nous est insupportable et c'est ça qui détermine notre détermination à être des sociologues engagés et je suis fier de l'être. Voilà. Mais voilà, on va s'arrêter sur cette phrase-là et on va méditer là-dessus et puis on va être de tout cœur avec le Burkina Faso qui a enclenché sa marche vers la démocratie. Merci beaucoup, Georges Goma. C'est un plaisir encore une fois cette semaine. Restez là, on parle avec